Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver et au nom de l'équipe, donc je vous souhaite la bienvenue. Euh, Nous voilà aujourd'hui au quatrième webinaire d'une série sur le pouvoir d'achat des ménages. On a souhaité, pendant ces 4 sessions, donner la parole à des experts dans différents domaines pour nous permettre de connaître la situation actuelle en matière de prix, d'évolution des prix, les raisons, de ces augmentations et leurs conséquences sur le budget des ménages. Donc le thème du jour, c'est l'eau. Donc notre invité aujourd'hui va, nous expliquer un peu quelle est la situation, sur ce poste spécifique du budget. Et vous rappeler aussi qu'on a organisé des webinaires sur l'alimentation, sur l'inflation, sur l'énergie aussi dans le cadre de cette série que vous pouvez, revoir, via notre site internet ou via notre chaîne, YouTube. Alors avant de commencer et de laisser la parole à Cédric, je vais, comme à l'accoutumée, faire quelques petits, rappels. Donc, le webinaire est enregistré et le PowerPoint et l'enregistrement seront, placés sur votre espace personnel, lorsque vous vous êtes inscrit ou alors, comme je le disais, seront disponibles aussi sur, le site de l'observatoire. Hem On a un orateur aujourd'hui, donc l'organisation sera simple. Cédric vous fera son exposé et puis après, eh bien, il y aura une séance de questions, réponses. Donc n'hésitez pas à poser, vos questions dans la messagerie et ce sera aujourd'hui Elisa Duhon, qui est économiste à l'Observatoire, qui sera la modératrice du jour et qui posera vos questions directement à Cédric en fin de session. Aurélie vient de mettre dans la conversation justement le lien pour, revoir les autres webinaires si vous le souhaitez. Dernière chose aussi, si vous souhaitez recevoir une attestation de participation, n'hésitez pas à nous le communiquer par, retour d'email et Sylvie, s'en chargera. Donc voilà, il est temps maintenant de laisser, la parole à Cédric, Prevedello d'Aqua-Wild, qui sera notre, orateur du jour. Merci beaucoup Cédric pour, votre présence et pour la préparation, du webinaire. Je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser vous présenter, directement. Et donc voilà, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et à tout à l'heure. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on m'entend toujours. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi, mais Non, visiblement on tout m'entend va très bien, bien, donc tout va bien. C'est tout un va petit bien, peu mon stress ce matin. tout va Alors bien. Le stress est super, levé. voilà, donc en ce qui me concerne, donc je m'appelle Cédric Prévedello comme vous pouvez le lire et je travaille à Aquawal qui est la fédération du secteur de l'eau en Wallonie. J'y travaille depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Ça fait déjà un petit temps donc, sur beaucoup d'aspects. J'y suis conseiller scientifique et un des aspects sur lesquels j'avais d'ailleurs commencé à travailler à Aquawal était justement tout ce qui était relatif au prix de l'eau, à la tarification et à son accessibilité sociale. Alors, pourquoi un seul orateur aujourd'hui? On était censé être 2, donc je dois excuser, ici madame Isabelle Dicmans qui était prévue de faire initialement cet exposé en ma compagnie. Elle est retenue par une des innombrables réunions qu'on a aujourd'hui dans le secteur de l'eau qui est en pleine ébullition. Et donc je tiens en introduction ici à l'excuser. Elle aurait bien voulu être des nôtres, mais malheureusement, elle n'a pas eu le choix de la réunion. Donc voilà, elle travaille à la SWDE, dans le direction commerciale de la SWDE. Alors, voilà, j'espère que les slides vont passer. Voilà, c'est bien. Donc l'autre sujet de ce jour concernera donc le prix de l'eau et la précarité hydrique en Wallonie. Vous voyez d'ailleurs au-dessus de nos 2 logos, hein, preuve qu'on était effectivement censé faire cet exposé à 2 et pas simplement, moi tout seul. Et en prélude, mon 1er slide, pour exposer cette thématique, voudrais quand même rappeler quelques principes de base. Et j'essaierai de m'évertuer au fur et à mesure de l'exposé, de vous présenter les différences assez fondamentales en fait, entre d'un côté le secteur de l'eau qu'on présente aujourd'hui et le secteur de l'énergie que vous connaissez probablement plus, en tout cas pour lequel il y a déjà eu un webinaire. La première chose, c'est que tous les opérateurs de l'eau sont entièrement publics. Il n'y a pas de privatisation, même partielle, du cycle de l'eau.
Donc ce sont des opérateurs donc entièrement publics, je le disais, ce qui est pas valable forcément, alors ni en énergie, je l'ai déjà dit, mais pas forcément non plus le cas dans d'autres pays. Il y a une volonté forte politique en Wallonie, mais même en Belgique, hein, de manière générale, tous les partis confondus, hein, de l'extrême gauche pardon, à la droite. On n'a pas vraiment d'extrême droite, mais même si on prend par exemple Vlaams Belang en Flandre, ils ne remettent pas en cause le caractère public de l'eau en Flandre. Donc c'est vraiment un consensus général culturel en Belgique que la gestion de l'eau doit rester aux mains d'opérateurs publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de dividende qui est reversé, il n'y a pas il y a pas de marge éventuelle, donc c'est pas le secteur de l'énergie où en fait on va vite voir que le prix de l'eau ne sera pas défini par l'offre et la demande comme ça peut être le cas en énergie. Et si d'aventure il devait y avoir des bénéfices, parce qu'évidemment c'est toujours difficile de prévoir à l'avance les recettes, on peut prévoir les charges éventuellement et encore, mais les recettes c'est un peu plus compliqué. Il y a éventuellement des marges qui sont faites et les marges qui sont faites servent uniquement à l'autofinancement des investissements et en aucun cas à reverser des dividendes. Alors, la notion de prix de l'eau, dont on va abondamment débattre aujourd'hui, elle est basée sur ce qu'on appelle la notion de coût-vérité de l'eau. C'est une notion que je vais expliquer un peu plus loin, mais qui, grosso modo, dit que ce qu'on doit payer comme prix, c'est le coût réel du service. Alors, je parle de service, je ne parle pas de produit, parce que l'eau est davantage un service que le bien. C'est plus ce service que l'on paye que la matière première, l'eau. Et donc, on doit payer ce prix réel. Ça veut dire que notre objectif en tant qu'opérateur public est de faire pas des profits. On n'a pas de profit à faire, c'est pas notre intérêt, c'est l'intérêt de personne. Ça ne sert à rien d'aller au-delà du prix de revient, mais pas de perte non plus. Il n'y a pas de subsidiation, il n'y a pas de subventionnement de l'eau, et cela depuis maintenant déjà plusieurs dizaines d'années. Le secteur de l'eau n'est pas subsidié dans ses frais opérationnels. Parfois, les investissements sont subsidiés, mais ils sont quand même intégrés dans les coûts en matière en amortissement. Et il n'y a pas de profit là-dessus. Donc, on facture le prix réel de l'eau. Comme vous le savez, ce n'est pas le cas pour l'énergie. Alors, si je viens sur le prix de l'eau en 2021, en 2022 plutôt, c'est vrai qu'au 1er janvier 2022 pour la SWDE. Alors, je ne vous ai pas présenté une carte, ce que je fais effectivement d'habitude, mais une carte des opérateurs de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un très gros opérateur en Wallonie qui s'appelle la Société Wallonne des Eaux, qui dessert 2 tiers de la population du territoire, de la superficie du territoire. On a aujourd'hui encore 38 communes qui ont un service d'eau, comme elles ont un service de population ou un CPS. Elles ont un service des eaux, c'est historique, je ne vais pas refaire tout l'historique aujourd'hui, mais ce nombre de communes, ce qu'on appelle autonomes en matière d'eau, a tendance à diminuer constamment d'année en année. Il en reste encore aujourd'hui 38. Et il y a 9 intercommunales, euh, dont certaines sont assez grosses, notamment la Compagnie liégeoise des eaux, qui dessert un quart de la population wallonne, évidemment, comme vous l'aurez compris, dans la région liégeoise, et notamment un autre exemple qui est l'intercommunal du Brabant wallon, Indewey, qui dessert environ 100 000 ménages en Brabant wallon. Alors, si je reviens sur le prix de l'eau quelques secondes, ou même quelques minutes, aujourd'hui, le prix de l'eau pour la SWDE, donc le plus gros opérateur, pour 100 mètres cubes d'eau, je vais revenir sur ces notions de consommation d'eau ultérieurement, on calcule en général le prix de l'eau pour 100 mètres cubes, ce sont des chiffres ronds, ça facilite les calculs. On est aujourd'hui à 545 € pour 100 mètres cubes d'eau, ce qui, rapporté au mètre cube, vous l'aurez tous fait 5,50 € le prix moyen de l'eau en Wallonie pour le plus gros opérateur. Alors là-dedans, il n'y a pas que l'eau. Alors, il y a l'eau, bien sûr, il y a la production et la distribution d'eau potable pour 275 € hors TVA. Et il y a, vous voyez, la partie assainissement. Assainissement des eaux usées, c'est quoi? C'est l'investissement en égouttage. Alors, pas les entretiens d'égouts, mais l'investissement dans les égouts, les stations d'épuration, investissement exploitation et les collecteurs et toute une série de petites autres choses annexes. C'est vraiment la volonté qu'il y a en Wallonie, mais aussi en Flandre, à Bruxelles et dans les pays limitrophes, de se dire que la facture d'eau ne paye pas que l'eau, mais gère l'ensemble du cycle, ce qu'on appelle le cycle anthropique de l'eau, du prélèvement jusqu'à la restitution de l'eau dans la nature, épurée évidemment, enfin, dans le meilleur des cas, dans très très grosse majorité des cas. Et cet assainissement, il compte presque pour autant que la partie eau potable, c'est-à-dire que 275 € pour la distribution d'eau potable, 236 € pour l'assainissement des eaux usées, pour nettoyer l'eau après usage et la rendre correcte à la nature. Alors il y a un petit poste sur lequel on va discuter, ce qui va directement impacter notre thématique d'aujourd'hui, c'est le Fonds social de l'eau, qui est en 2021, je pense que c'est le prix 2021, ça par contre, qui était de 2,86 centimes d'euros par mètre cube, ce qui pour 100 mètres cubes fait 2,86 €.
Et j'ai développé plus loin ce concept, enfin vous comprenez le principe, Fonds social de l'eau, ça parle de lui-même, c'est l'idée évidemment d'intervenir dans les factures de personnes en difficulté de paiement. Et alors on a la TVA. La TVA de 6%. Alors vous voyez là où je veux en venir, c'est qu'on a eu pas mal de débats sur l'énergie en matière de TVA à 21 ou à 6%. Depuis que moi, en tout cas, je suis dans le secteur, c'est-à-dire probablement bien avant moi d'ailleurs, la TVA a toujours été, en tout cas de ma connaissance, à 6% sur l'eau, qui est le taux le plus bas possible, parce que c'est un bien qui est de première nécessité, et il y a toujours eu la volonté au niveau belge, c'est pas forcément le cas dans les autres pays européens, parfois, bien souvent ce n'est pas le cas, d'avoir le taux de TVA le plus bas, c'est-à-dire 6%, et pas le taux de TVA de 21%. Alors, pourquoi est-ce qu'on a intégré l'assainissement dans dans le prix de l'eau global? Alors, bien entendu, c'est dans une optique de faire répercuter l'ensemble de l'usage et des conséquences, des externalités liées à l'usage de l'eau. Mais c'est aussi la volonté de pouvoir faire bénéficier de la partie assainissement, donc sur les 236 € d'une TVA de 6%. La législation européenne, normalement, l'assainissement des eaux usées n'est pas éligible à un taux de TVA réduit. Elle ne peut l'être qu'à partir du moment où elle est considérée comme étant une annexe à un bien de première nécessité, la distribution d'un bien de première nécessité qui est l'eau potable. Donc le fait d'intégrer cet assainissement dans la facture d'eau potable permet d'avoir une TVA à 6% sur l'assainissement. C'est un avantage quand même assez conséquent parce que dans l'autre cas, on aurait dû avoir des factures séparées pour payer plus cher l'assainissement. Donc vous voyez ces débats en matière d'énergie, est-ce qu'il est possible de faire une TVA à 6% ou à 21%? Voilà, en matière d'eau, personne ne veut revenir à 21%. Du coup, la difficulté pour notre secteur d'entendre ces débats sur l'énergie, et en tout cas, on veut vraiment s'extirper de de ces débats-là. On ne veut pas, nous, remettre évidemment la TVA à 21% sur l'eau. Alors, au-delà du prix global, il y a ce qu'on appelle une structure tarifaire, c'est-à-dire une façon de calculer la facture d'eau en fonction de la consommation d'eau. Cette structure tarifaire, elle est identique pour tous les distributeurs d'eau, et ce depuis 2005, par décret du Parlement, du coup, wallon. Cette structure tarifaire est identique pour l'ensemble du territoire wallon. Et elle se compose, je ne vous ai pas mis une formule compliquée avec des CVD, des CVA, peu importe. Elle se compose d'une partie fixe, c'est-à-dire une sorte d'abonnement. Donc moi, j'explique toujours cela de la manière suivante. C'est la facture qu'on paye si on consomme 0 m3. Et pour cette consommation de 0 m3, en Wallonie, pour la SWDE en 2022, on paye 120 €. 120 €, il y a une partie là-dedans qui sert à couvrir des frais fixes liés à l'eau potable et une composante assainissement. Alors, le débat autour de cette structure tarifaire est assez compliqué, je ne vais pas le faire ici. Mais donc, vous avez 55 € pour, on va dire, l'abonnement à l'eau et 75 € pour, on va dire, l'abonnement à l'assainissement. Moi, je préfère parler de partie fixe que d'abonnement. Mais on paye, même si on ne consomme pas, on doit payer de l'eau parce qu'il a fallu amener l'eau là, même si on ne la consomme pas. Il y a toujours un accès à l'eau qui est disponible, qui doit se payer, qui se paye en tout cas. Et ensuite, on paye au mètre cube. Et on paye un mètre cube de manière différente suivant sa consommation d'eau. Les 30 premiers mètres cubes sont moins chers que tous les autres. Alors 30 mètres cubes, on va le voir un petit peu plus loin, c'est typiquement la consommation d'eau d'une personne par an, s'il n'utilise pas la ressource alternative en eau, mais c'est un autre débat. Et ces premiers 30 mètres cubes, ils sont à 1,42 € le mètre cube. Là-dedans, on ne paye que l'eau, il n'y a pas d'assainissement, donc c'est 1,42 € le mètre cube, donc c'est l'eau, assainissement, TVA comprise. Au-delà de cette consommation de 30 mètres cubes, donc en gros, quand on dépasse la consommation type d'une personne par an, jusqu'à 5000 m3, donc vous faites le rapport, ça va jusqu'à l'équivalent de 200 personnes, donc c'est tous les ménages, y compris certaines PME, y compris beaucoup de PME. On paye 5,30 € le mètre cube. Donc on a une tarification progressive de l'eau, et dans ces 5,30 €, on paye 2,78 € d'eau potable, 2,51 € d'assainissement et à peu près 3 centimes de fonds social de l'eau. Alors, c'est pour ça que quand on demande quel est le prix de l'eau, moi j'ai tendance à répondre 5,50 € le mètre cube. C'est un prix moyen, c'est pas le prix marginal, c'est-à-dire c'est pas le prix que vous allez payer pour chaque mètre cube supplémentaire, mais c'est le prix moyen de l'eau en Wallonie, c'est 5,50 €. Vous voyez que suivant sa consommation d'eau, on intègre la partie fixe ou pas. Si on consomme moins 30 ou plus de 30 mètres cubes, le prix de l'eau, il n'y a pas une réponse unique évidemment. Il n'y a pas un chiffre unique à donner par rapport à cette question. Alors, ce prix de l'eau, il est décidé par qui? Alors, il y a toute une réglementation très compliquée, d'ailleurs trop compliquée,
euh, qui explique le cheminement pour décider du prix de l'eau. Alors, les distributeurs d'eau, si on prend la partie eau potable, ils ont des obligations de comptabilité particulières au métier de l'eau. Donc, ils doivent pouvoir identifier dans leurs activités, ou parfois il y a des choses sur le côté. Certains distributeurs d'eau font par exemple des analyses de qualité de l'eau pour des particuliers ou des entreprises privées. Alors ça, évidemment, ça ne rentre pas dans le prix de l'eau qui est facturé aux ménages, enfin, aux citoyens. Donc, ils doivent identifier sur une comptabilité qui est standardisée tous les postes de coûts, ce qu'on appelle le plan comptable uniformisé du secteur de l'eau, qui permet de calculer le coût de revient d'un mètre cube d'eau produit et distribué. Il doit établir une prospective, évidemment, de ces coûts, suivant une certaine trajectoire qui est fixée. Et alors, c'est là que les choses administratives deviennent compliquées. On a un comité de contrôle de l'eau qui est représenté, qui donne un avis, qui est un organe d'avis, qui regroupe les partenaires sociaux, qui donne un avis sur cette trajectoire, sur cette comptabilité, mais aussi sur toute une série d'autres choses, comme des indicateurs de performance, par exemple, du service. Mais je ne rentrerai pas dans ce débat. Il remet un avis, favorable ou défavorable, et puis c'est le service public de Wallonie qui doit proposer une décision au ministre de l'économie. Donc vous voyez un peu la procédure un peu lourde qui est en place, mais concrètement ça veut dire quoi? Que le prix de l'eau est décidé in fine par le ministre de l'économie. Alors, vous avez certainement suivi la présidentielle en France, comme beaucoup de monde. Si ce n'est pas le cas, c'est très bien aussi. Mais vous savez qu'il y a certains candidats qui ont proposé un blocage des prix de l'énergie, par exemple, ou une régulation des prix de l'énergie. C'est typiquement ce qu'on connaît aujourd'hui en matière d'eau, et depuis 2017, je vais revenir dessus. Mais le ministre de l'économie a décidé de bloquer le prix de l'eau. Alors, si on peut bloquer le prix de l'eau, je pense qu'on peut bloquer l'énergie. Donc, tous les débats qui expliquent que non, c'est pas faisable, c'est le marché qui. Non, le fait de laisser ce prix au marché est un choix. Il y a un autre choix qui a été fait en matière d'eau. Je ne juge pas si c'est l'un ou si c'est l'autre, même si moi je préfère celui en matière d'eau. Voilà. Mais d'autres pourraient préférer autre chose. Mais c'est le ministre de l'économie qui décide du prix de l'eau. S'il décide de ne pas l'augmenter, on n'augmentera pas, quels que soient les coûts, quelle que soit la trajectoire. Évidemment, c'est lui qui demain, ou en tout cas son parti, ou en tout cas le gouvernement wallon demain, qui assumera par exemple un sous-investissement, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque quand on bloque le prix, que c'est la seule source de rentrée financière, il faut bien qu'un poste prenne sur lui. Et aujourd'hui, c'est les investissements, mais c'est un autre débat. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une comptabilité par distributeur, ce qui veut dire qu'il y a un prix de l'eau qui est différent par distributeur. On a 47 distributeurs d'eau, je vous l'ai dit, 38 communes, 9 intercommunales et la Société Wallonne des eaux, ce qui fait qu'on a 47 prix de l'eau différents. Pour revenir à la question, quel est le prix de l'eau aujourd'hui en Wallonie? Alors moi, je vous ai répondu 5,50 €. D'autres personnes pourraient vous répondre autre chose, ça serait tout aussi bien. Ça dépend d'où on est, quelle consommation on prend, voilà, etc. Donc ça, c'est la partie eau potable. En partie d'assainissement, c'est la Société publique de gestion d'eau, qui est une autre société que celle que je viens de vous expliquer, qui fait un plan financier et qui suit ensuite la même procédure. C'est-à-dire qu'in fine, c'est toujours la ministre de l'économie qui décide du prix de l'assainissement, avec là des conséquences encore beaucoup plus dommageables s'il ne fait pas ça de manière correcte. Donc aujourd'hui, typiquement, l'assainissement est tout aussi bloqué que la production-distribution d'eau potable, ce qui signifie, tout comme en matière d'eau potable, que ce sont les investissements qui sont retardés dans le temps. Mais ces investissements, ils seront vraiment nécessaires parce qu'on a des directives européennes qui nous les imposent, ces investissements. Et quand on ne respecte pas le prescrit européen, et ça a déjà été le cas par le passé, ça veut dire potentiellement contentieux européen, Cour de justice européenne, amende, astreinte, toute une série d'autres choses. Donc le ministre de l'économie doit décider en connaissance de cause. Il peut très bien décider pour des raisons qui lui appartiennent de bloquer le prix de l'eau ou de l'augmenter. Mais derrière, il doit assumer alors soit un retard en investissement s'il bloque le prix de l'eau, ou la population qui ne comprend pas pourquoi le prix de l'eau augmente alors que le produit n'a pas changé. Alors, si je reviens justement sur cette évolution du prix de l'eau, je remets ici depuis 2005. Alors pourquoi mon référentiel est de 2005? Parce que c'est en 2005 que j'ai commencé à travailler et que j'ai commencé à suivre cet indicateur tout simplement. Et vous voyez qu'entre 2005 et 2020, mais j'aurais pu prolonger 2021-2022, on voit que le prix de l'eau a beaucoup augmenté. Donc c'est la facture pour 100 mètres cubes, hein, c'est mon indicateur. Donc ça valait 250 € à peu près en 2005. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on est à 550 € à peu près. Depuis 2017, vous voyez que ça n'a plus augmenté. Donc ça a augmenté de 2005 à 2017. Et depuis 2017, le prix est stable, donc 2017, 18, 19, 20, 21, 22, depuis 6 ans maintenant. Bon, ça va devoir augmenter parce qu'on a quand même des charges qui augmentent de manière impressionnante avec l'inflation. Mais bon, si le ministre ne veut pas, le ministre ne veut pas, ça reste de son ressort. Vous voyez par exemple que si on fait la distinction entre l'eau potable et l'assainissement, l'eau potable n'a plus augmenté, en tout cas vraiment à la marge, depuis 2014. La SWDE a déjà décidé d'elle-même de bloquer le prix de l'eau, de ne plus proposer d'augmentation du prix de l'eau depuis 2014. L'assainissement a continué à augmenter jusqu'en 2017, où là, le prix de l'eau s'est arrêté. Alors, effectivement, si on fait le rapport entre 550 et 250, on voit que le prix de l'eau a plus que doublé sur 12 ans. Alors, effectivement, il a augmenté pour plein de raisons. Alors, la première raison, ce sont les investissements.
On est un service dont le coût est essentiellement dépendant d'un côté des investissements. Il faut savoir que pour distribuer de l'eau potable en Wallonie et sa 3,6 millions d'habitants, on a besoin de 40 000 km de canalisation d'eau potable. 40 000 km, pour vous donner une idée, c'est le tour de la Terre à l'équateur. Donc c'est gigantesque comme infrastructure à renouveler. Donc on doit investir énormément d'argent là-dedans. Mais surtout, ce qui a généré l'augmentation du prix de l'eau, ce sont les directives européennes qui datent de 1991, qui a généré l'augmentation de la partie assainissement. Parce que si je reviens sur ce graphique, vous voyez que le poste qui a principalement augmenté, c'est celui qui passe de 52 € à 236,50 € ici. C'est le poste assainissement. Parce qu'on a dû investir dans des stations d'épuration, des collecteurs et des égouts. On avait un gros retard en la matière historique, pour plein de raisons, régionalisation, manque de financement, impôts, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et donc, il a fallu combler ces manques d'investissement en augmentant le prix de l'eau. Alors, c'est un choix, on aurait très bien pu l'augmenter par l'impôt, mais pour plein de raisons justifiées, il y a évidemment des désavantages, le gouvernement a décidé de le faire par l'augmentation du prix de l'eau. Alors, ce n'est pas la seule raison, c'est la raison principale. Une autre raison qui est moins connue, c'est la baisse des consommations d'eau. C'est les graphiques que je vous montre ici. Il faut savoir que la consommation d'eau baisse, en tout cas a baissé jusqu'en 2015-16, maintenant se stabilise. Et cette baisse de consommation d'eau, comme vous aurez compris, le prix de l'eau, les charges dépendent essentiellement des infrastructures qui sont mises à disposition, dans lesquelles on doit investir. Mais les recettes, elles, dépendent de la quantité d'eau qui est vendue. Donc si on doit augmenter les coûts et diminuer la base des recettes, bah, qu'est-ce qui équilibre? Bah, c'est le prix de revient, et donc le prix vérité, et donc le prix de l'eau, qui doit contrebalancer. Donc c'est une des raisons pour laquelle qui a exacerbé, on va dire, l'augmentation du prix de l'eau, qui est tirée par les investissements, mais qui est augmentée du fait de la baisse des consommations d'eau. Alors, il y a toute une série d'autres raisons, des taxes qui ont augmenté, l'éparpillement du territoire, des activités sur le territoire. Donc, on a un gros problème d'aménagement du territoire en Wallonie qui fait qu'on a de plus en plus d'infrastructures à mettre parce que les gens continuent à s'éloigner, à s'éparpiller sur le territoire, ce qui a plein de conséquences environnementales négatives, mais aussi des coûts sur les services publics qui sont impressionnants. Et ça, en matière d'énergie, là, on est totalement en phase puisqu'ils subissent la même pression liée à l'infrastructure. Alors, je vous ai dit, on est passé de 250 à 550 €. Évidemment, 1 € en 2005 ne vaut pas 1 € en 2022 ou 2020, comme sur ce graphique. L'euro aujourd'hui vaut moins qu'hier. C'est le principe de l'inflation. Et donc, si on compare à euro comparable de 2005, par exemple, on voit que la facture en 2005, donc si on retire l'inflation, mais si on tient aussi compte de la baisse des consommations d'eau, puisque si le prix de l'eau a augmenté, mais que les gens ont consommé moins, finalement, leur facture n'a pas augmenté proportionnellement. Et si on retire en plus l'inflation, en fait, l'augmentation du prix de l'eau entre 2005 et 2020 n'est pas plus que x2, mais n'est, entre guillemets, que de 37% en termes réels. Donc, malgré l'augmentation impressionnante du prix de l'eau, la facture d'eau moyenne a augmenté en termes réels que, entre guillemets, de 37% en 15 ans. Donc, on est loin d'une explosion de la facture d'eau, comme on aurait tendance à le penser à la vue du graphique que je vous ai montré. Et vous voyez évidemment que depuis 2017, forcément, puisque l'inflation continue et que le prix de l'eau en valeur nominale n'augmente pas, la facture d'eau en termes réels, en fait, diminue depuis 2017 par simplement l'effet de la non-augmentation en valeur nominale du prix de l'eau et de l'inflation qui est aujourd'hui galopante. Alors, ça, c'était le focus sur le prix de l'eau. Maintenant, je vais vous aborder l'aspect plutôt l'accessibilité sociale et essayer de vous donner quelques ordres de grandeur de cette accessibilité sociale par 4 indicateurs que l'on utilise habituellement dans notre secteur. Alors, le premier indicateur qu'on utilise, c'est, alors, non pas le prix de l'eau en tant que tel, vous voyez, il est dépendant d'énormément de choses, d'un choix politique notamment, mais aussi d'autres choses, mais c'est la facture d'eau pour un ménage moyen. Et aujourd'hui, la consommation d'eau moyenne d'un ménage, c'est 70 mètres cubes. Ce n'est pas 100 mètres cubes comme je vous ai montré tout à l'heure, ça c'était pour des agréments de calcul. Un ménage consomme, pour 2,3 personnes, ce qui n'existe en principe pas, consomme 70 mètres cubes. Et donc 70 mètres cubes, ça nous fait 385 € par an et par ménage. Donc la facture d'eau, c'est environ 30 €, un peu plus de 30 € par mois. Alors évidemment, ça dépend de sa consommation, sa taille du ménage, toute une série d'autres choses, bien entendu, mais grosso modo, il faut compter 30 € par mois pour l'eau, l'assainissement et toute une série d'autres choses qui se trouvent dedans. Ce qui fait que ramener cela aux revenus tels que, pardon, aux dépenses totales des ménages, on n'a pas les revenus,
Mais oui, j'ai mis revenus d'ailleurs, mais en fait, c'est les dépenses, c'est l'enquête sur le budget des ménages de Stadbel, donc c'est plutôt les dépenses. On serait à 1,2% à peu près du revenu des dépenses d'un ménage. Donc dans le budget des ménages, l'eau, c'est 1,2%. C'est un tout petit poste comparé à tout le reste, le logement, la nourriture, probablement l'énergie, le transport et toute une série d'autres choses. L'eau, c'est vraiment quelque chose de marginal. Ce qui nous fait dire à nous en tant que secteur que même si ça peut impressionner 5,50 € le mètre cube, bah, l'eau reste quand même essentiellement, pour la très grosse majorité de la population, largement accessible. Alors, ça, c'est un indicateur. Un troisième indicateur qu'on utilise, c'est un indicateur international qui est repris par l'OCDE, qui est de se dire, mais quel est le pourcentage de ménages qui dépensent plus de 3% de ses revenus en la matière? Et là, on est en Wallonie entre 5 et 7% suivant les estimations. Donc on considère qu'un ménage sur 15 dépasse ce seuil OCDE de 3%, et donc qui serait internationalement reconnu comme étant en précarité hydrique. Alors on est très très loin des chiffres de l'énergie ou toute une série d'autres choses. On est vraiment dans un autre secteur, dans une autre catégorie, et c'est très bien comme ça. Alors nous, l'indicateur par contre qu'on utilise en interne, c'est encore un autre indicateur qui est propre à la Wallonie, c'est le pourcentage de ménages qui sont considérés comme en défaut de paiement. Je vais revenir sur la procédure de recouvrement juste après, mais c'est le pourcentage de ménages qui ne payent pas après le deuxième rappel qui vaut mise en demeure. Et là, on est à 9% des ménages. Donc moins d'un ménage sur 10 est considéré officiellement dans le code de l'eau, qui est notre pièce de législation wallonne dans la matière, en défaut de paiement. Alors, vous voyez, ce ne sont pas des indicateurs qui sont catastrophiques. Il y a un problème d'accessibilité à l'eau pour une partie de la population, mais c'est loin d'être généralisé. Alors, si on regarde maintenant parmi cet échantillon de ménages qui a des difficultés à payer l'eau. Alors ici, ce qu'on a pris comme indicateur pour ventiler, on va dire ceux qui ont du mal ou ceux qui n'ont pas de mal à payer l'eau, c'est ceux qui dépensent plus de 2% de leur revenu. On n'a pas pris le seuil OCDE, 3%, mais on a pris le seuil de 2%, pour plein de raisons que je n'explique pas ici. Et on a regardé le profil comparé de ceux qui dépensent plus de 2% de leur revenu en eau ou ceux qui dépensent moins de 2%. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ceux qui dépensent plus de 2% de leur revenu en matière d'eau, ce sont essentiellement des ménages de grande taille, puisqu'on n'a pas une tarification qui est faite par personne, ce qui est à mon sens une bonne chose, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Évidemment, la consommation d'eau étant proportionnelle au nombre de personnes derrière le compteur, on a tendance à consommer plus quand on est plus nombreux, et donc on dépasse plus facilement 2% quand on est dans un ménage de grande taille. Ce sont des ménages qui ont peu de revenus, enfin ça je ne vais pas réinventer la roue, ceux qui ont des difficultés à payer l'eau, c'est qu'ils n'ont pas assez de revenus, c'est un peu la base, mais ils sont essentiellement des locataires, et ça c'est un point important. De logements publics, très important, mais aussi dans les logements privés, mais ce sont essentiellement des locataires de logements publics. Et surtout, le levier principal, et c'est ce que je voulais vous illustrer dans ce graphique-ci, ce sont des ménages qui, à taille de ménage équivalente, donc on a vu que la taille de ménage était un facteur impactant évidemment, mais à taille de ménage équivalente, ce sont des ménages qui consomment plus d'eau que les autres. Alors, sur ce graphique que vous voyez en dessous, ce sont mes deux échantillons, ceux qui dépensent plus de 2% de leurs revenus, donc ceux qui sont en difficulté de paiement, on va dire, en bleu, et les autres en vert. Et là, vous avez la consommation d'eau moyenne par an suivant la taille du ménage. Vous voyez que la courbe bleue, par exemple, si je prends les isolés, les ménages d'une personne, ont tendance à consommer 69 mètres cubes par an au lieu de 36, 37. Ce qui fait que si ces ménages consommaient non pas 69 ou 70 mètres cubes, mais 37, peut-être qu'on pourrait les sortir de la difficulté de paiement indépendamment de toute autre considération. Alors pourquoi cette différence de consommation d'eau? On n'a pas la raison exacte, on a des hypothèses néanmoins. Première hypothèse, c'est qu'il y a très peu d'accessibilité dans ces logements publics, sociaux, mais aussi en général appartements locataires du parc privé. Très peu d'accès aux citernes d'eau de pluie. Contrairement évidemment quand on est un propriétaire d'une maison unifamiliale, typiquement 4 façades, qui a accès à une citerne d'eau de pluie qui permet de réduire énormément sa consommation d'eau. Nous, on a pas mal débattu sur la question des citernes d'eau de pluie. C'est un autre sujet, mais c'est clairement aujourd'hui un facteur d'inégalité, on va dire, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que toute la consommation d'eau qui n'est pas, comment dire, cette eau qui est épargnée sur laquelle on ne facture pas, par exemple, l'assainissement, alors que quand on l'utilise pour les toilettes, on utilise les égouts des stations d'épuration, mais il n'y a pas de facturation
par rapport à ça, parce qu'on a choisi de payer via le compteur d'eau, eh bien finalement cette charge d'utilisation en matière de station d'épuration est reportée sur les ménages qui consomment, qui n'ont pas cette chance d'avoir une citerne d'eau de pluie, qui doivent, eux, payer le solde à financer par ces ménages qui n'ont pas payé. C'est pour ça qu'on a toujours eu tendance dans le secteur de l'eau à expliquer que quelqu'un qui a une citerne de pluie, c'est très bien, il n'a évidemment pas à payer l'eau potable. Il n'est pas logique qu'il ne paye pas l'assainissement des eaux usées s'il l'utilise, par exemple, pour ses WC. On ne parle pas évidemment de l'eau utilisée pour le jardin ici. Alors ça, c'est une première hypothèse. Une autre hypothèse, c'est qu'on peut avoir des logements qui sont vétustes, des fuites. Et typiquement, quand j'ai dit que c'était des logements publics, c'était évidemment à dessein. Ce sont des logements publics qu'il faut rénover à tout prix, de manière à y mettre des appareils beaucoup moins consommateurs d'eau et réparer tous les problèmes d'infrastructure qui s'y trouvent. Et enfin, on ne peut pas exclure, même si on n'a pas de preuves, de comportement de gaspillage, c'est volontairement un peu provocateur, mais le fait de ne pas avoir cette culture de faire attention à l'eau, qui pourrait aussi générer cette disparité, on va dire, de consommation d'eau entre des ménages qui consomment beaucoup et donc ont des difficultés, et des ménages qui ne consomment pas beaucoup et du coup n'ont pas de difficultés. Alors, je reviens sur cet indicateur maintenant. Donc, c'était la raison des surconsommations d'eau et le profil un peu des personnes en difficulté de paiement. Ici, je vous montre une évolution récente, on va dire depuis 2006, de ce fameux indicateur de 9%. Donc, ce sont ceux qui ne payent pas après le deuxième rappel. Et là, on voit cette évolution depuis 2006. Alors qu'on voit entre 2006, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2006 et 2012, ce pourcentage qui est représenté par la courbe bleue a pas mal augmenté de 5% et demi, on va dire, des ménages à peu près 9%. Et depuis 2012, eh bien, cet indicateur diminue lentement. Enfin, il est stable, il ne diminue pas de manière impressionnante, mais enfin, il n'augmente pas, il n'explose pas. Donc, on n'a pas d'explosion de la précarité hydrique aujourd'hui en Wallonie. Ce n'est pas vrai. Alors, on a peut-être une explosion de ce sujet dans la presse, ça, c'est fort possible. Politiquement, très certainement. Mais dans les faits, on ne voit pas cette explosion de la précarité hydrique, contrairement d'ailleurs probablement à la précarité en général, contrairement à la précarité énergétique, aux difficultés de logement. En matière d'eau, on n'a pas cette difficulté. Alors, on voit qu'en 2020, cet indicateur a tendance à diminuer de manière très forte. C'est une année particulière, Covid, plein de raisons. Il ne faut pas croire que c'est le début, malheureusement, d'un trend qui va se prolonger dans le temps. On n'a pas encore les chiffres 2021, ça ne va pas tarder. Mais on est, on va dire, à une stabilisation de la précarité hydrique dans le pire des cas. Et si on veut être un peu plus positif, on a même une légère diminution de cette précarité hydrique objective dans les difficultés de paiement que les distributeurs retrouvent. Alors ça, c'était un peu l'état des lieux. Maintenant, je vais vous parler des mesures actuelles de lutte contre la précarité hydrique. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai de tout ce qui reste à faire. Et il y a encore un champ d'action qui est absolument incroyable en la matière. Alors, je vais d'abord vous commencer par ce qu'on fait déjà aujourd'hui, en 3 points, à savoir le recouvrement standardisé, le recouvrement amiable et le fonds social de l'eau. Alors, c'est quoi ce charabia? Le recouvrement standardisé, c'est vrai que je parle des médiateurs de dette essentiellement, donc vous savez de quoi je parle, ce qui change de mon public habituel. Mais donc, on a depuis 2006, dans le code de l'eau, une procédure standard de recouvrement. C'est-à-dire qu'un distributeur ne recouvre pas comme il veut. Il a un minimum à respecter. Et ce minimum, c'est quoi? C'est qu'il envoie la facture à un temps dit. La personne a 15 jours pour payer sa facture d'eau, mais le distributeur ne peut envoyer son premier appel qu'au plus tôt 30 jours après l'émission de la facture. Donc il a 15 jours pour payer, mais le distributeur ne peut envoyer son rappel qu'au plus tôt, ce sont des délais minimums que je mets ici, 1 mois après l'émission de la facture. En invitant évidemment l'usager à payer sa facture, évidemment son dû, et en lui laissant 10 jours de plus. C'est-à-dire qu'on serait à J plus 40 pour... donc il envoie un rappel, et donc à J plus 40, au minimum, il y a un deuxième rappel qui vaut mise en demeure, pour lequel l'usager a encore 5 jours pour payer. Et à J plus 45, on est au terme de la mise en demeure du deuxième rappel. Et c'est là, ce débat-là, ce niveau-là, que si l'usager n'a toujours pas payé sa facture d'eau, il est considéré comme étant en défaut de paiement. Et c'est l'indicateur que je vous ai montré tout à l'heure. Ce dossier est alors transmis au CPS, qui a 30 jours pour statuer sur l'intervention éventuelle du Fonds social de l'eau que je vais vous expliquer juste après. Alors, si le CPS ne répond pas ou répond négativement, le distributeur passe à une phase amiable et ou judiciaire. Phase amiable d'abord, judiciaire éventuellement ensuite. C'est là qu'il y a une certaine liberté qui est donnée au distributeur sur son action. Alors, ici, c'est là que je regrette qu'Isabelle ne soit pas là, parce que c'est elle qui connaît beaucoup mieux cette matière-là que moi. Donc, je vais vous donner l'exemple de la SWDE. Il y a 47 distributeurs, je ne vais pas tous les faire, je vais faire la SWDE. Donc, le premier point à savoir, c'est que sur simple demande et gratuitement, la SWDE, mais aussi les autres distributeurs,
propose des plans de paiement qui sont raisonnables, des plans d'appurement et des rapports d'échéance. Quelque chose qui n'a pas été mis également ici, c'est la mensualisation gratuitement sur base domiciliaire des factures. Donc, je ne l'ai pas expliqué, mais normalement, en matière d'eau, il y a 4 factures par an. Alors, il y a une facture de régularisation et 3 acomptes ou factures intermédiaires. Donc, on est censé recevoir une facture tous les 3 mois et donc payer tous les 3 mois. Il y a la possibilité, sur simple demande au distributeur, de mensualiser ces paiements, bien entendu, ça arrange tout le monde. Ensuite, donc au-delà du deuxième rappel, je l'ai dit, il y a une phase amiable qui consiste en un échange avec le débiteur, une négociation ou renégociation de plan d'apurement s'il y a toujours des difficultés et des délais de paiement supplémentaires. Et alors, si la phase amiable n'aboutit pas, il y a potentiellement une phase judiciaire que le distributeur n'active que si lui-même a intérêt à le faire. Si ça lui coûte plus cher d'aller faire cette phase judiciaire que ça ne va lui rapporter. Vous voyez le niveau des factures, ce ne sont pas des factures qui sont excessivement élevées. Donc, souvent, le distributeur ne va pas aller en phase judiciaire parce que ça va lui coûter beaucoup plus cher en procédure que ce qu'il va pouvoir récupérer. Donc, c'est un peu le tout problème. Autant en matière d'énergie, vu les montants, ça pourrait valoir la peine pour, on va dire, le fournisseur d'aller en phase judiciaire, autant pour le distributeur, il va quand même y réfléchir à 2 fois parce que souvent, il va perdre plus d'argent qu'il ne va récupérer. Parce qu'évidemment, on ne va pas tout récupérer. Quand on récupère rarement tout. Donc, c'est pas très efficient. C'est pour ça que cette phase judiciaire n'est pas du tout l'option numéro 1 chez nous. C'est l'amiable qui prime absolument. Alors, in fine, si tout cela échoue, il y a toujours la possibilité, dans le code de l'eau, de couper l'eau ou de mettre une limitation de débit, ce qui a fait beaucoup de débats ces dernières années. Beaucoup de débats qui, à mon sens, n'en valaient pas vraiment la peine, mais peu importe. Il faut savoir qu'on peut aujourd'hui couper l'eau uniquement sur la décision d'un juge de paix. C'est la SWDE qui va en justice pour demander de couper l'eau. Alors concrètement, ça n'arrive que de manière anecdotique. Quand je vous dis que c'est anecdotique, c'est moins de 100 coupures d'eau par an, parce que les juges de paix ont tendance à quasiment systématiquement refuser la coupure d'eau, pour des raisons d'accès évident à un bien de première nécessité qui est nécessaire pour la dignité humaine. Donc quand le juge de paix l'octroie, c'est souvent pour quelqu'un qui a ostensiblement les moyens de payer l'eau, mais refuse de payer. Et ça, même dans les 9% que j'ai montré tout à l'heure, on sait bien que là-dedans, il y en a qui essayent de ne pas payer l'eau, mais qui ont possiblement les moyens. C'est vraiment impossible de savoir combien, et évidemment, bien entendu, la très grosse majorité sont des personnes qui sont en réelle difficulté de paiement. Mais là-dedans, on ne peut jamais exclure que quelqu'un essaye, et on doit vraiment, nous, éviter, en tant que distributeur, qu'il y ait un effet boule de neige, un effet bouche à oreille, qui dit, paye pas l'eau, de toute façon, ils ne viendront pas t'embêter. Donc ça, on doit éviter. Et notre débat, c'est de savoir jusqu'où on met le curseur, jusqu'où on va, jusqu'où on est prêt à perdre de l'argent pour éviter qu'il y ait un effet boule de neige de cette façon. Mais donc vous voyez que ce soit les coupures d'eau, les limitations de débit ou les phases judiciaires, c'est vraiment anecdotique en matière quantitative, en matière de nombre, par rapport aux difficultés de paiement que l'on observe. Alors quelques chiffres. Pour la SWDE qui a 1,1 million de compteurs, très gros opérateurs, ils envoient 6,3 millions de factures par an. Et ils envoient 563 000 rappels, donc ce n'est pas non plus systématique. Ils envoient 353 000 mises en demeure. Ils octroient 37 000 plans de paiement. Et au final, ils arrivent avec un taux de recouvrement, de non-recouvrement, donc taux d'irrécouvrable final de 2,8%. Alors ce 2,8%, ça représente à l'échelle du secteur de l'eau à peu près 20 millions d'euros par an qui n'est pas recouvert. Excusez-moi. Et donc, ça, par contre, ce chiffre final de 2,8%, lui, a tendance à clairement augmenter d'année en année. Alors, je vous ai présenté le recouvrement amiable, la procédure standardisée, la procédure amiable et judiciaire. Je vous parle maintenant du Fonds social de l'eau, qui est un mécanisme qui est créé depuis 1996 en Wallonie. Ce qu'on oublie toujours, c'est que c'est à l'initiative des distributeurs, la SWDE et la Compagnie liégeoise des eaux, qui ont mis spontanément ce moyen en place, parce qu'ils se rendaient déjà compte qu'en 1996, alors qu'on n'était pas du tout dans les prix actuels, on avait déjà des difficultés de paiement réelles chez certaines personnes qui n'avaient déjà pas les moyens de se payer l'eau. Ça a tellement bien marché que le gouvernement a décidé de généraliser ce système à toute la Wallonie en 2004, à l'exception de la partie germanophone, pour des raisons institutionnelles qui me dépassent. Et c'est le CPS qui est au cœur de ce mécanisme, puisque c'est le CPS, comme je vous l'ai dit, qui octroie ou pas une ristourne de facture d'eau qui est payée sur ce fonds social de l'eau, qui a une dotation de à peu près un peu moins 4 millions d'euros par an, quand même à comparer à un impayé total de 20 millions d'euros. Donc ce fonds social pourrait être augmenté à notre sens et qui permet d'aider 10 000 ménages par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, 10 000 ménages par an. On a 140 000 ménages en défaut de paiement. Donc les 9% de compteurs que je vous ai montré tout à l'heure, ça vaut 140 000 ménages. Le fonds social en est de 10 000.
Et si je vous parle des plans d'appurement, pas uniquement en matière de SWDE, mais pour tous les distributeurs, on est à environ 85 à 90 000 par an. Donc le fonds social, c'est la deuxième ligne, et ça permet d'aider 10 000 ménages par an. Alors, on fait déjà beaucoup de choses. Donc, je vous ai parlé du prix de l'eau de son évolution, de l'état des lieux en matière de précarité hydrique qui sont en évolution, des causes de cette précarité hydrique, de ce qu'on fait pour lutter aujourd'hui contre. Je vais vous parler maintenant de tout ce qu'on pourra encore faire. Il y a encore un champ d'action qui est absolument incroyable en la matière. Essentiellement sur trois leviers. C'est améliorer les outils existants, les conditions de logement qui sont absolument essentielles. On a toujours tendance à parler des logements en matière d'énergie, en matière d'eau, on l'oublie toujours. C'est à mon sens une erreur. Et le levier numéro 3, c'est recours effectif au droit qui n'est pas propre au secteur de l'eau. Alors, si je viens sur le premier levier, qui est l'amélioration des outils actuels, essentiellement au niveau du Fonds social de l'eau, je l'ai dit, il y a une dotation de 3,6-3,7 millions d'euros comparé à un payé de 20. Il est aujourd'hui pas utilisé à 100% pour des raisons d'organisation interne de CPS, de capacité aussi des CPS à pouvoir absorber l'ensemble du flux. On est en train de travailler avec les CPS et leur fédération pour résoudre ce problème-là via l'échange d'informations, etc. Mais ce qu'on voudrait surtout, c'est qu'on ait, et ça je pense que c'est d'ailleurs le slide suivant, voilà, une dotation beaucoup plus importante du Fonds social de l'eau. Alors on ne dit pas qu'il faut arriver à 20 millions d'euros, mais on pense qu'on pourrait au moins doubler, voire tripler ce montant, de manière à assumer les besoins qui sont beaucoup plus importants. Aujourd'hui, il y a des ménages qui auraient droit au Fonds social de l'eau, qui n'y ont pas accès parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Sans parler des organisations internes qui pourraient être améliorées, dont j'ai déjà parlé, ce qui fait qu'en fait on stagne à 10 000 interventions par an du Fonds social de l'eau. On pourrait potentiellement doubler ou tripler. Alors évidemment, ça demande plus de moyens pour les CPS. Hein. Ils ne peuvent pas faire ça à budget constant, c'est impossible. Ils sont déjà débordés. Donc il faut clairement augmenter leur capacité d'analyse et toute une série d'informations. Je vous dis, on travaille avec eux sur ce sujet-là pour l'instant. Mais ça, c'est évidemment la première chose à faire, c'est d'améliorer tout ce qui est outils existants. Deuxième point, ça concerne l'amélioration des conditions de logement. Alors, il y a trois volets. L'augmentation des normes, je ne reviens pas dessus aujourd'hui. La sensibilisation des professionnels voilà, qui très honnêtement connaissent pas toujours le métier. Et en tout cas, quand on leur parle d'économie de l'eau, souvent ça ne leur parle pas. Mais voilà, donc nous, le secteur de l'eau, on va former les professionnels pour qu'on leur explique un peu voilà, toute une série d'autres choses. Je ne reviens pas là-dessus aujourd'hui. Par contre, le core business, vraiment, là où il faut vraiment mettre le paquet aujourd'hui, c'est la rénovation des logements publics et des logements privés. Via toute une série de mécanismes. Si vous ne connaissez pas le Certibo, je vous conseille de creuser parce que c'est vraiment quelque chose qui va devenir important. C'est un peu le PEB de l'eau. Si vous ne connaissez pas, intéressez-vous-y parce que ça va devenir quelque chose d'important à l'avenir. Il y a un rôle des agences immobilières sociales qui pourrait être donné via notamment des normes obligatoires, faire un PEB de l'eau lorsqu'on met par exemple son logement accessible via une AIS. La généralisation du principe des tuteurs énergie à l'eau, donc ça je pense que c'est en cours, je n'ai plus suivi les derniers débats, mais c'est se dire que quand un CPS a un tuteur énergie, il peut très bien analyser les postes relatifs à l'eau avec notre aide du secteur qui expliquerait ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait regarder. Mais surtout, le gros paquet, ce sont nos logements publics qui sont en nombre insuffisant et en très mauvais état, qui fuitent partout et qui génèrent des consommations d'eau, mais évidemment d'énergie, je ne vais pas le refaire, absolument trop importantes par rapport aux capacités budgétaires des ménages qui y vivent. Donc ça, c'est vraiment le levier numéro 1 au sein du levier numéro 2, si je peux m'exprimer de cette manière. Voilà, je t'ai déjà expliqué. Je ne reviens pas sur ce slide puisque je développais un petit peu, mais je viens de vous l'expliquer. Alors, le levier numéro 3, donc levier numéro 1, l'amélioration du Fonds social de l'eau. Levier numéro 2, les logements, essentiels. Levier numéro 3, tout autant essentiel, mais qui ne dépend pas du tout du secteur de l'eau à ce niveau-là, c'est comment assurer que les gens qui ont droit à toute une série de choses y aient effectivement recours. Et notamment, c'est qu'il y a toute une série de populations qui passent sous le radar pour plein de raisons, qui ne connaissent pas la langue, qui n'ont pas un taux d'alphabétisation qui est suffisant, qui ne connaissent pas l'information, même si elle est disponible, ils n'ont pas forcément accès à cette information. Donc, on doit travailler avec nous, avec le secteur associatif, qui est un secteur riche en Wallonie, pour aller rechercher ces personnes et essayer de les réintégrer dans le circuit de l'aide sociale. C'est un débat qui dépasse très, très, très largement le petit secteur de l'eau, qui n'est qu'un petit secteur dans tout ce qui est relatif à la précarité. Mais c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir travailler en Wallonie, s'appuyer sur les opérateurs publics, sur les CPS, mais aussi sur le secteur associatif, pour qu'en synergie, ces trois entités puissent améliorer les choses et réintégrer les personnes qui ont décroché, qui n'ouvrent plus leur courrier ou qui ne comprennent pas une facture, par exemple, pour les réintégrer dans le circuit de l'aide sociale.
Voilà. Donc en résumé, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une situation qui est catastrophique en matière d'eau. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est très bien parce que c'est un secteur qui est passionnant. Parce que si on parle de précarité hydrique et de prix de l'eau, je pourrais vous parler de sécheresse, je pourrais vous parler d'inondation, je pourrais vous parler de micropolluants, de pesticides, de nitrates ou d'agriculture. C'est un secteur dans lequel il y a du boulot pour au moins les 150 prochaines années. Et donc c'est un secteur absolument passionnant. Donc il y a énormément de travail à faire en la matière. Voilà, je pense que c'est la fin de mon exposé. Je suis tout oui pour vos questions. Oui, donc je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. D'accord. Il y a d'abord, Excusez-moi. oui, il y a Désolé. d'abord, Colin qui nous dit qu'il est CEO de Venturis, prestataire du Mhm, recouvrement mhm, impayé pour SWDE. Il mhm, nous parle du relevé d'index estimé, mhm, qui laisse exploser la facture de régularisation, qui est très souvent impayée. mhm. Et donc il vient avec une question après: «Est-ce qu'on pourrait obtenir des relevés d'index en temps réel? Est-ce que ce serait possible, envisageable?» Oui, c'est envisageable, mais ça nécessiterait le placement de compteurs, à défaut d'être intelligent, au moins communicant. Alors, c'est quelque chose sur lequel il y a essentiellement la Compagnie liégeoise des eaux qui travaille dessus, essentiellement. Ça permettrait effectivement de l'avoir. Le problème qu'on a avec ces compteurs dits communicants ou intelligents, c'est, on ne sait pas très bien ce qu'on entend par compteur intelligent, dans le sens si c'est un indicateur qui vous donne, un compteur qui vous donne l'index en temps réel, il suffit de descendre dans sa cave et de regarder en temps réel. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui ne descendent pas dans leur cave, ou qui vont, enfin, il faut quand même savoir qu'il y a l'obligation de communiquer son index une fois par an, à charge de l'usager, ce qui signifie que c'est l'usager qui est en défaut en la matière. Donc s'il y a une surconsommation, pardon, une surfacturation liée à un index estimé, c'est parce que l'usager n'a pas rempli ses devoirs, on va dire comme ça, les années précédentes. Oui, il y Alors, a Tina qui nous ouais, qui nous dit qu'il y a beaucoup de fonds d'eau qui sont refusés car les factures estimées ne correspondent pas. bien Heu, entendu. Bien donc voilà. entendu. Et c'est Mmh. un des gros problèmes du Fonds social de l'eau, c'est qu'effectivement, il faut se baser sur un index réel. On ne va pas faire des réductions de facture d'eau sur un index estimé, ça n'a aucun sens. Donc la sensibilisation à aller rechercher son compteur d'eau, ou alors des solutions techniques, mais qui coûtent très cher à tout le monde parce que c'est compteurs communicants. Savoir qu'on change les compteurs tous les 12 ans, donc au mieux ça mettra 12 ans pour équiper tout le parc. Et ce sont des compteurs qui sont très chers et sur lesquels on n'a aucune garantie aujourd'hui de durabilité dans le temps. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, ça viendra probablement dans les années qui viennent. D'ailleurs en Flandre, ça devient progressivement le cas. On attend un peu plus de retour d'expérience sur la matière de leur part, notamment sur la fiabilité de ces compteurs d'eau. C'est quelque chose vers lesquels on se dirige, mais pour lequel aujourd'hui on n'a pas à court terme de solution. Il est probable qu'à long terme on aille vers ça, ce qui se permettra à tout le monde d'y arriver plus facilement. Peut-être un mot sur les compteurs intelligents ou communicants. Il ne faut pas oublier les aspects juridiques RGPD et les aspects sociétaux qui sont liés à ce genre de compteur. Ils ont voulu mettre ça en Flandre et à Bruxelles. Ça s'est fait avec une énorme résistance sociétale pour le respect de la vie privée. Donc, ce n'est pas un débat qui est simple. Il ne suffit pas d'aller changer un compteur et d'y mettre quelque chose de communicant. Il faut des garanties, il faut des prescriptions, il faut voilà, toute une sécurisation informatique des données. Enfin, tout ce qu'il y a derrière, ça ne coûte pas rien. Ça, c'est un débat sociétal qu'il faut avoir. Est-ce que c'est vers là qu'on veut avoir? Et si oui, quel est le bénéfice qu'on va en retirer? Alors oui, certes, effectivement, sur ce sujet ici, il peut y avoir un bénéfice, mais il y a aussi des dangers potentiels. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a une tarification au volume par an. Demain, avec les épisodes de sécheresse qui se succèdent, qu'est-ce qui nous dit que le gouvernement wallon ne voudra pas mettre une tarification qui dépend de la disponibilité, par exemple? Ce qui pour moi est une extrêmement mauvaise idée, parce que ça voudrait dire que quand il fait sec, on pourrait uniquement avoir de l'eau, ne pourra avoir l'eau que ceux qui peuvent se la payer. Donc moi, c'est quelque chose qui me dérangerait. Voilà, donc il y a toute une série de débats, il y a un champ de débat là qui est là derrière, qui n'est pas du tout anodin. Et effectivement, sur cet aspect-là, ça pourrait aider, mais sur d'autres aspects, voilà, il faut avoir un débat là-dessus. Mais je suis persuadé que de toute façon, ça arrivera. Donc il y a Tina qui a posé une question supplémentaire. Oui. On sensibilise les gens pour relever leur index, mais ils ne le font pas. Avant, c'était des techniciens qui passaient à domicile pour le Oui. faire. Cela n'existe donc plus. Alors la SWDE a effectivement choisi de ne plus relever ce compteur-là. Pourquoi? De plus relever, pardon, les compteurs d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils sont aperçus que il fallait, je sais pas moi, une trentaine d'équivalents temps plein pour avoir dans plus de 95% des cas, bah, le bon index qui est transmis par l'abonné. Donc c'est un rapport coût-bénéfice. Alors c'est ce que fait la SWDE, je ne le défends pas spécialement. D'autres sociétés continuent à le faire. En fait, toutes les autres sociétés continuent à le faire. Il n'y a que la SWDE qui ne le fait plus. Et là, c'est un débat, je pense qu'il devrait y avoir au sein du conseil d'administration de la SWDE et qu'il faudrait le relever.
Mais en tout cas, ils ont décidé de ne plus le faire parce qu'il y a ce blocage du prix de l'eau. Et donc, pour ne pas retarder les investissements, ils rognent partout où ils peuvent. Et notamment, ils ont rogné sur ce comptage de l'eau. Parce qu'ils s'aperçoivent que ça coûtait très cher pour finalement avoir quand même dans 95% des cas la bonne information. Le fait est évidemment que le corollaire, c'est que dans 5% des cas résiduels, ben, ça peut poser des problèmes. Oui, effectivement. Il y a aussi une autre intervention, Tina toujours qui nous dit qu'elle a des personnes qui ont des gros arriérés dans ces dossiers de médiation au niveau de la facture d'eau et que c'est des personnes qui décident de ne plus payer parce qu'on ne les embête pas. Et Eh oui. qu'est-ce qu'on pourrait faire? Elle demande pour changer ça. Ah, alors, le Fonds social de l'eau, comme je vous l'ai expliqué, intervient pour des factures qui sont normalement annuelles. Alors, depuis la réforme, je pense en 2015, le Fonds social de l'eau peut également intervenir en cas de surconsommation inhabituelle ou en cas d'arriéré de paiement de plus de X années. Je ne sais plus le nombre d'années. Donc, pour ces personnes-là, il y a la possibilité d'utiliser le Fonds social de l'eau, avec le gros problème est que si on utilise le Fonds social de l'eau pour ces personnes qui ont plusieurs années d'arriéré de paiement, ça risque de rogner pas mal le fonds qui est disponible par CPS pour cette année-là. Alors, ce qui pourrait se faire, c'est d'abord d'essayer de renouer contact avec ces personnes-là. Alors, de nouveau, je sais bien qu'il est difficile de franchir la porte du CPS. Et effectivement, quand le distributeur l'embête pas, nous embête pas, on va pas refaire surface. Voilà. Un jour ou l'autre, le distributeur, il ne faut pas rêver, il fera surface. Et donc, il vaut peut-être mieux prévenir que guérir et essayer de trouver un moyen d'aller réintégrer ces personnes-là d'une manière ou d'une autre. Alors, nous, on pensait au secteur associatif. Essayer de trouver une personne en qui ils ont confiance, qui permettrait de les réintégrer progressivement vers le CPS, qui est le distributeur. Et alors, on ferait dans ce cas-là, je pense, un plan d'appurement qui conviendra à tout le monde. Et quitte à ce que ce soit un plan d'appurement qui ne paye pas, qui n'épure pas 100% de la dette, hein, bien entendu, mais qui est une partie fonds social, qui est une partie d'abandon de la dette de la part du distributeur, et qui a un plan de paiement raisonnable pour le reste. Je pense que cette situation, à moins qu'on ne soit à 150 000 euros d'arriéré, je ne pense pas. Enfin, on peut parfois quand même être à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça, c'est déjà du vécu, par contre, de factures d'eau impayées. Donc, à moins qu'on soit dans des montants comme ça, il y a une solution au milieu qui peut se trouver. Mais l'option numéro 1, c'est d'essayer de réintégrer ces personnes, de renouer contact avec ces personnes, et c'est probablement le plus compliqué. Oui, ici, elle souligne, elle dit que, effectivement, pour des factures de 8 000 voire 10 000 euros, ce n'est pas possible, Mais non. d'utiliser le fonds social de l'eau Bien sûr, pour des aider factures de ces 10 000 personnes euros, qui il faut les quand même se dire, arriérés de oui. ouais, 10 000 euros, c'est quand même 25 ans de facture d'eau moyenne, hein. Donc, ce ne sont pas des consommations d'eau qui sont tout à fait normales. Donc là, il y a un problème. Et je pense que du coup, avant d'essayer d'épurer cette dette, c'est d'essayer, non, je ne vais pas dire ça comme ça, mais de limiter la consommation d'eau d'une manière ou d'une autre. Parce que je ne sais pas comment on peut se retrouver objectivement avec 8 ou 10 000 euros. Il faut trouver la fuite, la réparer. Et puis après, on peut trouver une solution. Parce que ces 10 000 euros, c'est 10 années d'arriéré, même une facture d'eau de 1 000 euros, c'est déjà une facture d'eau très élevée. Donc, le premier point, c'est peut-être de renouer contact avec eux et de se dire ouais, mais attention quand même à votre consommation d'eau, parce que là, vous creusez un peu le truc. Donc, effectivement, si on doit épurer cette dette, c'est inappurable. Je ne sais pas si ça existe, mais enfin, vous comprenez le sujet, par la dotation du Fonds social de l'eau. C'est pour ça qu'il faut un plan de paiement raisonnable. Une intervention, pas sur 10 000 euros bien entendu, mais sur 1 000, 2 000 ou 3 000 euros peut-être du Fonds social de l'eau. Et puis pour le reste, le distributeur, de toute façon, aujourd'hui, n'a rien. Aujourd'hui, il n'a pas d'argent qui arrive. Donc il sera content de voir les 3 000 euros et peut-être d'abandonner le reste. Mais ça, c'est un accord qui doit se trouver en tripartite entre le créancier, donc le distributeur, l'usager et le CPS, et éventuellement, évidemment, la médiation de dette au milieu. Je pense qu'il n'y a pas. C'est pas infaisable. On a parfois ce genre d'arriéré de paiement. Il y a toujours une solution qui peut se trouver, qui sera au milieu, qui ne sera pas à 10 000 euros, évidemment, de facture à payer, ni par le fonds social, ni par la personne, quoi. Oui et il y a Colin qui nous dit en effet, pour les personnes chez qui on ne sait pas saisir des biens, il y a un peu une situation d'impunité, ils ne payent plus, mais ça reste globalement, marginal. Totalement, et c'était la raison d'être, même si on nous l'a reproché, à tort ou à raison, je ne sais pas, l'avenir le dira. À cette époque-là, on mettait des limiteurs de débit. Alors, pas la SWDE, mais les autres mettaient des limiteurs de débit, dans le but aussi de, voilà, de limiter la perte, quoi. De limiter, et puis de se dire, vous n'êtes pas. Il n'y a pas d'impunité. Voilà. Aujourd'hui, je suis sûr que si on va en juge de paix, le juge ne refusera qu'on coupe l'eau. Et donc, il y a effectivement une impunité totale, de manière totalement marginale, hein, on est bien d'accord, on ne parle pas ici d'une fraude généralisée, bien loin de là,
Mais ça, c'est pas équitable non plus pour les autres qui payent leurs factures. Donc, c'est toujours un peu ça, que c'est jusqu'où va le service public, jusqu'où le service public accepte-t-il bah, voilà, cette impunité. C'est une question qui n'a pas de réponse, hein, ou plutôt qu'il y en a plusieurs. Mais... Et donc, Sophie pose une autre question. Et pour des grosses factures comme celle-là, comment est-ce qu'on ne peut pas placer un réducteur de débit Ouais, il y en a. Alors, on peut, mais plus personne ne veut le faire parce qu'on s'est fait taxer d'antisociaux de la pire espèce au Parlement wallon. Et donc, on nous l'a reproché, d'abord par le secteur associatif. Beaucoup de CPS aussi ne comprenaient pas qu'on mette des limiteurs de débit. Et donc, dans la presse, je ne vais pas dire qu'on s'est fait lyncher, c'est pas vrai, mais on a eu quand même très mauvaise presse. Et donc, finalement, la ministre voulait interdire la possibilité qu'on avait de mettre des limiteurs de débit d'eau. Elle s'était avancée devant le Parlement sans prendre le pouls du gouvernement au préalable. Et donc, n'a pas réussi à le faire, mais on ne se leurre pas, on se doute que, prochaine législature ou au maximum à la suivante, on nous interdise de mettre des limiteurs de débit d'eau parce que c'est considéré comme inhumain, dégradant, enfin bref, toute une série de... Voilà, comme si on était, nous, des gens inhumains et qui dégradaient les personnes en difficulté. Donc, on peut aujourd'hui en mettre, mais plus personne n'a envie d'en mettre parce que ça fera des titres dans la presse où on tape sur services publics qui sont des gens inhumains. Donc, voilà, on pouvait. Il y en a qui vont peut-être en remettre, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui est chaud pour en mettre. Voilà. Il y a Colin qui propose un accès à une fontaine publique de la commune. Oui. Comme ça, justifier l'accès à l'eau et autoriser la menace d'une coupure d'eau. Mais ce qui est Ouais, délicat socialement. absolument. Alors, cette histoire de fontaine dans les villages, dans les villes, ça va devenir une obligation pour les communes, suite à la nouvelle directive sur la qualité de l'eau potable qui est parue en 2020 au niveau du Parlement européen. Donc, il va y avoir l'obligation pour les communes d'effectivement mettre des points d'eau accessibles, potables accessibles, un peu partout. Par contre, le fait de revenir sur les coupures et limiteurs, ça, personnellement, j'y crois pas. Vous êtes certainement au courant. Je pense que c'était un projet de décret, je ne sais pas s'il est passé, mais en matière d'énergie, eh bien, ils ont opté pour la même manière que faire pour l'eau, c'est-à-dire les juges de paix qui décident ou pas de l'interdiction d'une d'une fourniture électrique. Donc je pense qu'on ne reviendra plus là-dessus. Le secteur associatif nous retomberait dessus. Et puis c'est voilà. Donc je pense qu'on ne reviendra pas dessus. Je rejoins entièrement monsieur qui a posé la question. On doit pouvoir avoir cette possibilité d'intervenir quand il y a des abus manifestes, mais politiquement, je ne crois pas que ça passera. Mais je suis d'accord, on va dire, de manière technocratique. Ce serait la solution la plus simple pour tout le monde. Donc voilà. Moi, j'avais aussi une question Excusez-moi. complètement rien à voir, mais est-ce que vous avez eu une augmentation au niveau des coûts de l'eau avec les inondations? Alors, avec les inondations, bien entendu, on a eu des centaines de millions d'euros de frais supplémentaires. Notamment, c'est assez notoire que les stations d'épuration sont situées en bordure de cours d'eau, logique, et elles ont été absolument ravagées par ces inondations. Les stations d'épuration, ça coûte des dizaines de millions d'euros qu'il a fallu refaire. Alors, j'ai pas le chiffrage. Il y a aussi eu des captages qui ont été contaminés par les eaux de surface, par les eaux d'inondation qui ont percolé, qui ont pourri la qualité de l'eau des captages. Donc, il a fallu mettre ces captages hors service, remettre des approvisionnements alternatifs. Ça a coûté excessivement cher. Et alors, oui, je n'ai pas le chiffrage, mais c'est en centaines de millions d'euros. Oui, donc ça pèse encore sur le sous-investissement. Bien sûr. Oui. Alors, il y a d'autres choses qui pèsent là-dessus. C'est une réforme qui, a priori, n'a rien à voir sur la gestion des terres excavées. Donc, quand on retire de la terre, il faut épurer cette terre avant de la remettre. Ça nous a coûté plus de 30 millions d'euros par an, cette réforme, sur un budget d'investissement de 100 millions. Donc, il y a toute une série de choses qui sont extérieures, qui, a priori, n'ont rien à voir, mais qui grèvent constamment le budget. Pour vous donner un chiffre en matière de sous-investissement, on devrait au minimum renouveler 1% du réseau d'eau si on part du principe que le réseau d'eau dure 100 ans. On renouvelle depuis maintenant une bonne dizaine d'années 0,4% du linéaire par an. Donc on est en train d'accumuler une dette technique qui un jour va nous péter la figure. Alors, si je ne suis plus dans le secteur, tant mieux, ce sera pour les suivants, entre guillemets. Mais enfin, aujourd'hui, il y a une priorité politique qui est de dire on bloque le prix de l'eau. Et puis demain, il y aura une autre probablement priorité politique qui sera celle des sécheresses, des luttes contre les fuites. Et dans ce cas-là, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas demander aux gens de consommer moins d'eau, de ne pas vouloir subventionner le secteur de l'eau, de ne pas vouloir augmenter le prix de l'eau et de voir qu'on investisse plus tout en grevant les budgets pour toute une série de taxes supplémentaires. À un moment, les gars, j'aurais dit aux politiques, il faut choisir. Choisissez. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Donc aujourd'hui, vous avez choisi. OK, très bien, le prix de l'eau, c'est essentiel. Je comprends bien. Précarité hydrique, c'est fondamental. Je l'entends très, très bien et je souscris totalement, vraiment. Mais à un moment, il va falloir trouver une solution. Voilà.
Il y a Colin qui demande si vous avez des chiffres segmentant le type de consommation d'eau. Consommation pour boire, faire la cuisine, consommer pour se Alors, laver, non. pisser. Alors, on a un chiffre qui circule depuis Mathusalem, qui est donné par l'association belge du secteur de l'eau qui s'appelle Belgaqua. Là, vous pouvez aller voir sur le site de Belgaqua le livre bleu où on a un camembert qui dit, ben voilà, en eau potable, c'est pour boire, pour manger, pour se laver, etc. Il faut prendre ça pour ce que ça vaut. C'est un ordre de grandeur estimé. Je ne connais pas la méthodologie derrière. Mais on estime que c'est un tiers pour les WC, un tiers pour l'hygiène corporelle et un tiers pour le reste, grosso modo. Ok. Ce qui fait 30 litres, 30 litres, 30 litres si on est à 90 litres par jour par habitant. Voilà. Eh bien, plus de questions dans le chat. Wow. Si, oui, on en a eu beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, voilà. Donc, comme on est, voilà, ce qu'on s'était dit en préparant le webinaire, on a encore le temps, donc si jamais on peut prendre aussi des questions orales. Je peux départager mon écran? Bien sûr. Je ne vois pas de main. Comme on dit dans ce cas-là, c'est ça que y est. tout était clair. Voilà. Aurélie va vous ouvrir le micro, Ouais. comme on dit. Oui, bonjour. Bonjour. Colin Cobart, la société Venturis. Je trouve que effectivement le format de ce webinaire est particulièrement bien et bien documenté. Je trouve que c'est vraiment super. De notre côté, en tout cas, nous confirmons le fait que le renforcement de l'accompagnement envers les débiteurs et la sensibilisation à leur intérêt de régler à l'amiable une procédure, c'est essentiel pour en fait freiner et n'aller vers du recouvrement judiciaire qui, on le fait lorsque c'est nécessaire, et ça a été confirmé dans l'analyse, mais on remarque, et je pense que la SWDE aussi, que l'intensification et l'accompagnement profond du processus amiable aboutit à une possibilité pour le débiteur de régler sans qu'il y ait des frais supplémentaires judiciaires qui viennent s'ajouter. Parce que malheureusement, dès que des frais judiciaires viennent s'ajouter, le focus du petit billet de 50 € ou des 2 billets de 50 € qu'il leur reste au débiteur à payer ou de disponible en fin du mois, ils vont les octroyer pour nourrir la procédure judiciaire et ne sauront pas payer la nouvelle facture qui va arriver. Et là, ça rentre dans une boucle qui est vraiment négative et qui risque d'entraîner les gens dans le surendettement. Donc, je félicite la SWDE d'être allée et nous avoir suivis dans ce chemin-là. Je leur ferai part. Je reste disponible si d'aventure des questions venaient a posteriori. Oui, merci beaucoup. On communiquera peut-être votre adresse mail. Alors, bon, et bien voilà le moment des merci, du coup. Cédric, merci beaucoup pour cette intervention. Mais merci à l'équipe de l'Observatoire pour la préparation et pour l'organisation. Et merci à vous tous d'avoir pris part au webinaire. Et donc, comme je le disais en introduction, le support et comment la vidéo seront diffusés, remis dans votre espace personnel sur le site et seront aussi accessibles sur le site de l'Observatoire. Donc voilà qui clôture notre première partie de cette série de webinaires sur le pouvoir d'achat. Peut-être qu'on la prolongera, donc rien n'est encore décidé. On vous tiendra au courant et n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, si vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, de nous les communiquer par mail. Ce sera avec grand plaisir qu'on les lira. Bon, voilà, écoutez, un grand merci à tous, une belle après-midi et une belle semaine.